les amis, moi je suis prêt, j'espère que vous êtes prêts chez vous. On enchaîne donc pour cette table ronde sur les médias sous pression, animée par Jean Massier avec des invités extraordinaires. On se retrouve tout à l'heure. Jean, c'est à toi. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, applaudissements dans la salle. Merci la salle. Du coup on n'a pas fait d'applaudissements tout à l'heure, je savais pas s'il fallait qu'on en fasse ou pas. Ça vous plaît d'applaudir ? On en refera alors, ça fait plaisir. Bonsoir, non, pas bonsoir, bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver. On est en direct sur Paul & Chill les amis. On continue nos échanges passionnants. J'espère que vous passez une bonne journée sur Twitch. J'espère que vous kiffez bien le bar, ceux qui sont avec nous aujourd'hui. On continue nos discussions avec une table ronde que j'ai intitulée Les médias sous pression, dans une tentative maladroite de faire une blague sur la bière. Mais il y en aura tout à l'heure de la bière au bar, vous inquiétez pas. On voulait discuter dans l'actualité politique de cette rentrée. C'est difficile de ne pas parler des médias. D'une manière générale, on peut en parler toute l'année des médias, mais là, il y a une spécificité. On est dans un contexte un peu particulier du point de vue des médias, entre la grève du journal du dimanche, dont on a beaucoup parlé avant de partir en vacances et jusqu'en cette rentrée, de la question de Vincent Bolloré et de CNews, ils ont encore fait parler d'eux il n'y a encore pas 24 heures, etc. Donc ça fait partie des sujets. La garde à vue d'Ariane Lavrieux aussi, dont on a parlé dans Backseat, et dont on parle jamais suffisamment, donc on va aussi en parler. Et pour discuter de ces sujets, j'ai un super plateau et je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de venir à Paul & Chill pour parler de ça. On est avec Lucille Berland. Salut Lucille. Salut. Lucille, on s'était vu mardi quand on avait fait une émission avec la mairie de Paris parce que tu avais présenté l'association Fake Off sur le journalisme d'investigation dont on avait discuté. Non, tu es journaliste d'investigation, pardon, l'association Fake Off, c'est celle avec laquelle vous faites de l'éducation aux médias. Exactement. Excuse-moi. Et tu es par ailleurs la secrétaire générale du collectif Informer n'est pas un délit. Tu nous en parleras. Merci en tout cas. On est avec Benoît Huet. Salut Benoît. Salut. Benoît, tu es avocat. Tu es avocat et tu es le co-auteur du livre L'information est un bien public que tu avais écrit avec Julia Cagé, si je dis pas de bêtises. Exactement. Eh ben, merci d'être avec nous Benoît. Et on est avec Juliette Demey. Salut Juliette. Bonjour. Juliette, tu es ancienne journaliste du Journal du Dimanche. Toujours journaliste, mais plus au JDD. Ouais. Mais plus au JDD, exactement. Bah voilà, merci à tous les trois d'être venus. J'ai fait cette petite introduction un peu rapide pour dresser un portrait de cette rentrée du point de vue des médias, mais c'est un peu une question que j'ai envie de poser sur la table et on va en discuter. Dans quel état sont nos médias là en cette rentrée? Est-ce que c'est catastrophique au possible? Est-ce que non, ça va, il y a des modèles qui existent, etc. Si je vous lance comme ça, les médias en cette rentrée 2023, est-ce qu'il y en a il y en a un parmi vous trois ou une qui... Benoît, qu'est-ce que t'en penses toi? On a des tendances de fond qui se poursuivent, quoi, avec le mouvement de concentration qui continue. Ouais. Alors explique-nous ça d'ailleurs, tiens, la concentration par exemple. La concentration, c'est assez simple. C'est une même personne qui va acheter pas mal de médias d'un coup. Ça peut être des journaux, des radios, des télés. Alors il y a des règles qui s'appliquent pour limiter tout ça, mais ces règles, elles datent du début des années 80 et elles ne fonctionnent pas très bien dans le contexte actuel. Et on se retrouve donc dans une situation où des personnes s'engouffrent un peu dans les brèches et réussissent à accumuler le nombre de médias qu'ils possèdent. Ok, c'est une référence par exemple à Vincent Bolloré, mais ce n'est pas le seul. Une grande fortune qui acquiert des médias, des maisons d'édition de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette tendance de fond dont tu nous parlais ? L'absence de séparation entre l'actionnaire et la rédaction avec l'ingérence. Donc là encore, on parle beaucoup de Vincent Bolloré, mais ce n'est pas le seul. Il peut y avoir des cas aux Échos, il pourrait y avoir des cas ailleurs. C'est-à-dire que l'actionnaire n'est pas censé se préoccuper de ce qui se passe dans la rédaction et on se rend compte que cette règle n'est pas du tout respectée et qu'on va avoir des ingérences qui peuvent être sur la désignation du directeur de la direction, mais même plus loin sur les papiers qui sont publiés. Il y aurait quand même beaucoup de choses à dire sur l'état général des médias. Mais on va continuer à en parler. On peut aussi parler de la précarité, de la situation des journalistes. Tu peux nous en parler, Juliette ? Oui, c'est pas une profession dans laquelle on gagne très bien sa vie, contrairement à certaines idées reçues. On a un peu l'image parfois des journalistes stars, on va dire, et eux peuvent gagner très bien leur vie, mais la réalité du métier, c'est pas du tout ça. Pour prendre l'exemple du JDD, dans les 100 grévistes, il y en avait 50 en CDI et 50 en pige. Donc la pige, c'est qu'on est payé soit à l'article, soit à la photo si on est photographe, soit à la mission, à la journée, quand on travaille à la maquette. Voilà. Donc la réalité du métier n'est pas non plus très florissante. De ce point de vue-là, mais aussi du point de vue de l'exercice, puisque la garde à vue d'Ariane Lavrieux est venue nous rappeler que journaliste, quand on travaille sur certains sujets, on prend plus de risques que sur d'autres, parce qu'on peut avoir des emmerdes et des sacrées emmerdes. Oui, et ce qui est arrivé à Ariane Lavrieux nous inquiète tous. On est une quarantaine de sociétés des journalistes à avoir signé une tribune pour alerter là-dessus. Je dis on, mais même si nous, on n'en est plus vraiment une, on va bientôt la dissoudre. Mais c'est des signaux vraiment inquiétants sur la protection des sources et le fait qu'on puisse exercer notre métier et donc représenter un contre-pouvoir
réel. On rappelle qu'Ariane Lavrieux est donc une journaliste d'investigation qui avait travaillé en 2021 sur une enquête sur le détournement par l'Égypte de l'aide des renseignements français, ce qui lui a valu du coup une arrestation, un passage en garde à vue. 40 heures de garde à vue. 40 heures de garde à vue et c'est pas rien, et une perquisition à son domicile et à son travail, je crois. Donc voilà, donc ça aussi c'est un sujet. Et quand on parle des médias, on parle aussi du côté de la perception des médias, et c'est là que je me tourne vers toi, Lucille. Du côté du public, dans sa perception des médias, là aussi on est dans une rentrée assez difficile parce que on constate toujours cette défiance. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est propre à la rentrée. C'est aussi une tendance de fond qui se confirme, la défiance du public vis-à-vis des médias. Mais on a une vraie difficulté alors que le paysage, justement, se resserre à tous les points de vue. Il y a eu la suppression de la redevance. On ne l'a pas redit, mais il y a un an, il y a eu la suppression de la redevance donc qui a allégé vos factures à tous de 150 €, ce qui est plutôt cool du point de vue d'un citoyen. Mais enfin, du point de vue des journalistes qui travaillent à France Télé ou à Radio France, à TV5 Monde, etc., ou à l'INA, c'est une grosse inquiétude sur la pérennisation de ces postes-là et donc sur la continuation des magazines, des enquêtes, du travail d'investigation notamment. Et donc en fait, c'est des mesures qui sont populaires pour ceux qui les prennent, parce que bah oui, ça allège les factures des Français et on sait à quel point il y a besoin de les alléger en ce moment. Mais derrière, il y a tout un tas d'effets cascades, d'effets en chaîne. Et donc nous, on a des signaux structurellement depuis 5-10 ans. C'est impossible à dire, mais sur la suppression de la redevance, sur la suppression des cases, des émissions investigation, moi je bosse surtout pour la télé et il n'y en a quasiment plus à la télévision, à part Cache Investigation, France 2, Élise Lucet et Complément d'enquête sur France 2 aussi. Autrement, il n'y en a quasiment plus. Pièce à conviction sur France 3, ça a disparu. M6 et TF1 en font encore un tout petit peu, mais ils sont très gênés aux entournures. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Il y a des enjeux économiques très forts, etc. Et c'est moins indépendant et c'est moins offensif sur l'investigation, en tout cas que sur le service public. Donc si en plus on s'attaque au service public, il ne reste plus grand-chose. Donc structurellement, c'est très inquiétant. Nous, c'est comme ça qu'on le vit. Sauf qu'en face, les citoyens qu'on a en face de vous, et je le comprends quand on n'est pas journaliste, voilà, vous voyez surtout ce que les journalistes font de mal. Et je le comprends encore une fois, parce que les journalistes les plus médiatiques qu'on voit, c'est souvent sur les plateaux télé, à CNews, à BFM, c'est le buzz, c'est la polémique, c'est les petites phrases, etc. Et donc on n'a pas très envie en tant que citoyen de défendre les journalistes. Et donc nous, journalistes d'investigation et ceux qui font bien leur travail et qui essayent de révéler des trucs et des trucs d'intérêt public pour vous, pour la santé, pour l'alimentation, sur tous les sujets d'intérêt public, sur la politique, sur tout ce qui est conflit d'intérêts, corruption, etc., bah, on est très embêtés parce qu'on a du mal à faire émerger, à faire sortir ce combat-là, à le rendre beaucoup plus citoyen et beaucoup moins corpo de journalistes qui dénoncent ce qu'on fait à des journalistes. On n'arrive pas à attraper le grand public et globalement, la défiance vis-à-vis des journalistes continue à grandir. À un moment, on aurait besoin de tout l'inverse. Je rappelle que la France, dans le classement de Reporters sans frontières de 2023, la France est classée 24e sur 180 pays. J'ai envie de me tourner vers l'avocat, Benoît. C'est quoi une presse libre? Ça ressemblerait à quoi? C'est quoi un pays dans lequel on peut dire objectivement ça va? Alors, sur les. Parle bien dans le micro, mets-le bien devant ta bouche. Ouais, il y a plusieurs sujets là-dessus. Qu'est-ce qu'une presse qui est indépendante? C'est une presse qui est libre de toute influence du pouvoir politique, économique, religieux, etc. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est un journaliste, on va pouvoir écrire un papier sur un sujet sans subir l'influence de la régie du journal, parce que la régie va devoir vendre des publicités à des entreprises privées. Donc est-ce que cette régie va exercer ou pas une influence sur la rédaction pour lui dire n'écris pas un papier sur Dior parce qu'ils viennent de nous acheter une page de pub? Ça, c'est l'indépendance d'une manière très concrète. Ça peut être indépendant, c'est aussi être journaliste au Figaro et pouvoir écrire un papier sur Dassault, même si c'est l'actionnaire du journal. En l'occurrence, je ne pense pas que ce soit réellement possible aujourd'hui. C'est des choses qui sont très concrètes. Ça peut être écrire un papier sur le gouvernement français sans avoir un risque que les aides à la presse soient supprimées, ce qui est le cas en fait, parce que je ne pense pas que par exemple le ministère de la Culture exerce une pression sur les journaux. Mais ça va être des choses très concrètes comme ça qui vont faire que le journaliste va pouvoir exercer son métier. Et après, pour exercer son métier, il y a toutes les questions qui ont été évoquées avant aussi de précarité, parce qu'un journaliste qui veut mener une enquête un peu longue et faire bien son travail, il a besoin de moyens. Et donc, il n'y a pas vraiment de journalisme libre et indépendant s'il n'y a pas un minimum de moyens. Je reviens sur la question d'Ariane Lavrieux, mais pas pour parler de son cas à elle. Beaucoup de personnes, j'ai vu des réactions sur Internet, posaient la question mais en quoi c'est un problème qu'une journaliste soit mise en garde à vue? S'il a fait quelque chose de mal, il faut bien laisser les enquêteurs travailler. Lucille, qu'est-ce que tu leur répondrais?
Ouais, alors la question, je comprends très bien d'un point de vue extérieur, mais en fait, ça implique plein de choses. Avant cette garde à vue, par exemple, parce qu'on pourrait dire les journalistes sont des justiciables comme tout le monde, après tout, s'ils ont fait des choses pas bien, ils peuvent être perquisitionnés et mis en garde à vue. Mais déjà, une perquisition, dans le cadre d'un journaliste, c'est quelque chose de très particulier. Il y a un droit fondateur qu'on a, nous les journalistes, c'est le secret des sources. Et surtout dans l'investigation, on ne peut pas travailler, on ne peut pas convaincre des gens de nous dire des choses et de nous confier des choses où ils se mettent clairement très en danger pour que quelque chose d'intérêt public nous serve à tous, si on ne leur promet pas ce secret des sources. Et nous, derrière, quand il y a une perquisition au domicile d'Ariane Lavrieux et qu'on lui a pris tous ses ordinateurs, ses clés USB, ses disques durs, ses documents écrits, que tout a été pris et qu'on a appris là, elle l'a dit il y a quelques jours, que ça allait être versé au dossier à combien de pourcents 7 pièces sur 10. 7 pièces sur 10 allait être versé au dossier. Mais il n'y a pas pire atteinte au secret des sources aujourd'hui. Ça veut dire que nous, derrière, qui va nous faire confiance? Et on va dire, même si vous ne le dites pas, mais oui, mais derrière, s'il y a une perquise qui est issue d'une procédure soit privée, donc atteinte au secret des affaires, où on vient vous perquisitionner chez vous, ou là, dans le cadre de la protection du secret défense, qu'il y a une perquise de l'État, de la DGSI chez vous, bah moi, je ne dis plus rien à personne et je garde ça, donc ça ne sortira jamais parce que j'ai trop peur que ça sorte un jour et que je sois grillée. Donc en fait, c'est une espèce de nuage qui va planer. C'est presque pour l'exemple, si tu veux. C'est là où on craint, où ça va beaucoup plus loin que le cas d'Ariane Lavrieux et qu'on craint, nous tous. C'est que ça risque de faire des trucs pour l'exemple où non seulement on s'auto-censure nous parce qu'on n'a pas envie de vivre ça, et où nos sources potentielles, les potentiels lanceurs d'alerte, vont s'auto-censurer aussi et ne plus oser nous confier des choses. Donc c'est un message terrible envoyé aux journalistes, ne fouillez pas trop, et c'est un message terrible envoyé aux sources, fermez vos gueules. Et c'est ça qui est perçu, et c'est... Bruno. Et là-dessus, j'invite tout le monde à aller voir, enfin, aller lire le papier en fait d'Ariane Lavrieux qui est vraiment excellent. Donc, vous pouvez aller sur Disclose, c'est totalement gratuit. L'enquête s'appelle sur l'opération Sirli. Ce qu'elle raconte est vraiment super intéressant, c'est bien écrit, c'est hyper bien construit. Et je pense que le plus grand dommage dans tout ça, c'est aussi que les autres médias n'aient pas plus repris son enquête. En fait, parce que cette enquête fait beaucoup plus de bruit en Égypte qu'elle n'a fait de bruit en France. Et aujourd'hui, en fait, non seulement elle subit beaucoup les conséquences de son travail, ce qui est totalement injustifié, mais en plus, on peut regretter que ce qu'elle dénonce a pu se poursuivre, que ça n'a été pas beaucoup repris dans la plupart des médias. Je reviens vers toi, Lucille. Toi, tu es, je le disais, la secrétaire générale d'un collectif qui s'appelle Informer n'est pas un délit. Tu peux nous raconter l'histoire de ce collectif ? Oui, alors c'est né en 2015. Moi, j'y étais pas au début, j'y suis que depuis 2 ans. C'est né en 2015 en réaction à la loi sur le secret des affaires. Et ça, c'est important de s'y arrêter 2 secondes, parce que c'est quoi cette loi sur le secret des affaires ? C'est important pour vous tous, c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre à l'époque. C'est que les entreprises ont essayé de faire voter une loi qui dirait les journalistes, vous, des fois, vous nous mettez en danger parce que vous allez révéler des trucs qui vont faire qu'on va moins pouvoir vendre certains trucs ou qu'il y a des secrets industriels, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, la recette secrète du Coca-Cola qui va être révélée à tout le monde. Donc, on va perdre de l'argent, donc il ne faut pas que les journalistes puissent divulguer ça. En l'occurrence, nous, on s'en fout de ces trucs-là. C'est jamais ça qu'on révèle. Quand on révèle des choses sur les entreprises, c'est parce qu'il y a de l'évasion fiscale, qu'il y a de la corruption, qu'il y a des pollutions cachées, qu'il y a du travail dissimulé, des choses comme ça. Mais c'est absolument pas des secrets industriels. Donc nous, on considère que cette loi, c'est un peu une bonne excuse des entreprises qu'ils ont réussi à faire passer pour qu'on aille moins un peu fouiller dans leurs trucs, dans leur mettre le nez là où il faut pas, et que notre liberté en fait d'enquêter soit vachement restreinte. Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec la loi sur le secret défense. Initialement, on nous dit mais c'est parce que faudrait pas révéler des choses, j'en sais rien, les codes, tu vois, de la bombe nucléaire. Bon, bah oui, évidemment, mais on va jamais révéler des trucs comme ça. On révèle pas des trucs pour que nos soldats français se fassent dézinguer à l'autre bout du monde. C'est jamais des choses comme ça. Là, dans l'opération Sirli, Ariane Lavrieux, elle révèle quoi ? Qu'il y a une espèce d'accointance et de protection par l'armée française de l'armée égyptienne qui a commis quand même des exécutions extrajudiciaires, donc normalement non autorisées. Donc c'est les fois où les entreprises, dans le cadre du droit des affaires, où l'État et l'armée, en l'occurrence dans le cadre du secret défense, enfreignent la loi. Et donc c'est pas des secrets industriels, c'est pas des secrets je sais pas quoi, c'est quand il y a des vraies choses d'intérêt public et des vraies lois qui sont enfreintes et que ça porte atteinte, parfois même, ça pourrait même parfois même être jugé devant des tribunaux des droits de l'homme, etc. D'où la création de ce collectif. Donc on a créé ce collectif en réaction à ça, et depuis on fait pas mal de choses, on est auditionné régulièrement, il y a eu des commissions à la commission des affaires culturelles du ministère de la Culture,
ou la commission sénatoriale sur la concentration des médias encore récemment. Donc on est auditionné à chaque fois pour raconter, on nous pose toujours les mêmes questions, cette concentration, pourquoi elle pose problème, comment on pourrait réformer la loi de 86, tu le disais en 2 mots tout à l'heure, mais la loi anti-concentration aujourd'hui qui régit, la loi anti-R100 à l'époque, le Bolloré de l'époque on va dire, qui régit combien un propriétaire peut posséder au maximum dans une branche, en presse écrite, ou etc., ou dans la presse quotidienne régionale, etc. Elle est hyper obsolète, personne ne sait comment l'appliquer aujourd'hui. Elle date de 86 quand il n'y avait pas Internet. Donc comment veux-tu, même en termes d'audience, elle est plus du tout adaptée. Et quand il y avait, j'exagère, mais 5 chaînes télé, alors qu'aujourd'hui il y en a des centaines. Donc il faut absolument la refondre totalement. Et pour l'instant, on fait du lobbying, on essaye de se bouger, mais c'est très compliqué. Puisque tu parles de cette concentration de ces actionnaires, toi, Juliette, tu as passé ton été à te battre contre la reprise en main du journal dans lequel tu avais donné ton travail, ton énergie avec tes collègues. C'est Vincent Bolloré donc, qui a racheté le JDD, enfin qui est en cours de le rachat, et en tout cas qui a nommé à sa tête un responsable de rédaction aux idées très particulièrement arrêtées et très différentes de celles que la rédaction défendait. Ça dit quelque chose cet été que tu as passé à te battre? Est-ce que tu l'as vécu comme un échec, comme une bataille qui méritait le coup d'être menée quand même? D'abord une précision, c'est pas officiellement Vincent Bolloré qui a nommé Geoffroy Lejeune à la tête du JDD, c'est Arnaud Lagardère qui est venu nous l'expliquer quand on s'est mis en grève, qui est venu à l'assumer en disant c'est mon choix, c'est un très bon journaliste, etc. Donc c'est lui l'actionnaire, c'est lui qui décide. C'est ce qu'il est venu nous dire. Mais le fait que le groupe Lagardère soit en train d'être acheté par le groupe Bolloré... Le groupe Bolloré était en phase de rachat depuis déjà 1 an, et là ça devrait devenir concret en fin d'année. Donc est-ce que c'est totalement étranger ou quand bien même? Évidemment, on peut le supposer. D'accord. Mais nous, dans toutes les discussions qu'on a eues tout cet été, on a mené beaucoup de négociations avec la direction. À chaque fois, l'actionnaire auquel on faisait référence, c'était Arnaud Lagardère. Alors, donc en tout cas, oui, ça a été un combat dur, long, 40 jours, donc 40 jours de grève à pas être payé, donc à relayer notre mouvement au maximum pour pouvoir alimenter une caisse de grève aussi pour nous permettre de tenir, notamment les plus précaires, parce qu'on a beaucoup qui gagnent, je sais pas, 1500, 2000 euros par mois, c'est pas évident quand tu es à Paris. Et puis pour obtenir le fait que ce directeur ne soit pas nommé, ne dévoie pas le titre du JDD tel qu'il existait, et puis pour obtenir en parallèle des garanties d'indépendance éditoriale, pour le coup, à l'échelle du groupe. Ça englobait aussi Paris Match qui est dedans, et qui a subi avant nous une grosse modification de sa ligne éditoriale. Alors la question est toujours posée, mais je vais quand même te la reposer. Pourquoi est-ce pourquoi est-ce que quelqu'un qui possède un média pourrait pas choisir qui met à la tête de ce média? Quel est votre problème à vous les journalistes à empêcher ce monsieur de faire ce qu'il veut avec le journal dont il est actionnaire? Oui, on nous a beaucoup dit, oui, mais un patron un actionnaire choisit son patron, c'est normal, voilà. Bon, nous, je dis souvent ça, mais voilà, on vend pas des t-shirts, quoi. On fabrique pas des t-shirts, on fabrique de l'information. Donc, l'influence de l'actionnaire sur le contenu éditorial, elle peut être variable selon les titres. Il y a des titres qui sont préservés très bien, mais quand il y a un tel changement aussi brutal de personnalité à la tête d'un journal et qui vraiment, on le supposait et on s'est battu contre ça parce qu'on pensait vraiment que ce serait un virage à 180 degrés de ligne éditoriale. On voit bien l'impact que ça peut avoir. Donc on a beau nous assurer, en l'occurrence Arnaud Lagardère, que la ligne ne changerait pas. On a vu dès la publication du premier numéro qu'il y avait franchement un parti pris très très différent avec la ligne qui avait prévalu pendant 75 ans avant. Voilà. Benoît, ils ont beau promettre, de toute façon le signal aussi que ça envoie à l'extérieur. C'est-à-dire qu'un changement d'actionnaire comme ça, quand c'est Geoffroy Lejeune, pour ne pas le nommer, qui arrive de Valeurs Actuelles directement et qui prend la main sur le JDD, avant même d'être... c'est déjà une inquiétude pour nous, évidemment, mais ça envoie un signal aussi à tous ceux qui regardaient le JDD. C'est-à-dire que, le JDD va devenir Valeurs Actuelles. Ça envoie un signal éditorial, du moins. Donc, les gens qui aimaient Valeurs Actuelles, très bien, ils vont peut-être venir, lire le JDD. Et très bien. Mais en tout cas, ça envoie un signal. C'est-à-dire qu'on peut pas c'est pas qu'une discussion là encore entre journalistes et d'inquiétude de journalistes sur une ligne éditoriale avec laquelle on serait pas d'accord. C'est aussi tout un monde qui change pour un lectorat ou un auditoire. Quand on parle d'un média, un changement d'actionnaire, c'est aussi tout un signal qui est envoyé à tous les lecteurs, tous les spectateurs. Benoît, qu'est-ce qu'elle prévoit la loi aujourd'hui?
pour empêcher un actionnaire de faire n'importe quoi avec un journal. Est-ce qu'elle prévoit quoi que ce soit d'ailleurs ? Alors non, elle prévoit pas grand-chose à ce sujet, la loi aujourd'hui, c'est-à-dire que les seules choses qui sont prévues, ça date des années 30, c'est des lois très anciennes, qui prévoient simplement que lorsque une personne prend le contrôle d'un journal, les journalistes ont le droit de démissionner et d'être traités comme s'ils avaient été licenciés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir notamment le droit de simplement au chômage et avoir des indemnités. Donc ce qu'on appelle la clause de conscience, qui leur donne la possibilité de partir. Mais c'est purement défensif, le seul droit qu'ils ont, c'est de partir, en étant indemnisés un petit peu. En revanche, ils n'ont absolument pas le droit aujourd'hui, d'après la loi, d'empêcher d'une quelconque manière le changement de la ligne éditoriale du journal. Et c'est pour ça qu'on a fait des propositions. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Parce qu'avec Julia Cagé, dans ce livre, dont je ne voudrais pas me tromper du titre, l'information est un bien public, vous avez fait des propositions pour faire changer la loi. Vous avez proposé quoi ? Alors, c'est des propositions qu'on a faites début 2021 et qu'on a pu, disons, un peu qui auraient pu s'appliquer sur pas mal de transactions qui ont eu lieu dans les médias. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup mis en lumière avec le cas du JDD parce que ça s'y prêtait bien. En gros, ce qu'on dit, c'est assez simple. C'est que pour avoir un levier sur les médias, en fait, on peut jouer sur les aides à la presse. C'est-à-dire que les médias bénéficient d'aides à la presse. Alors, majoritairement, c'est pas forcément de l'argent qu'on donne aux médias. Il y a un peu de ça. Mais l'essentiel des aides à la presse, c'est que les journaux se vendent avec un taux de TVA de 2,1% en métropole. C'est-à-dire que c'est 18% de moins que les biens de consommation courante. Donc c'est un avantage gigantesque qui est donné aux médias, qui est tout à fait justifié et louable et que évidemment on demande. C'est une aide. Mais c'est une forme d'aide. Et nous, ce qu'on dit, l'État vient décider d'aider des journaux en leur attribuant des aides. L'État a le droit de mettre des critères, c'est déjà le cas dans des décrets d'application. Et on dit, ajoutons un critère qui dirait tout simplement, on ne donne les aides qu'à ceux, en gros, qui assurent l'indépendance du directeur de la rédaction. C'est-à-dire, il faudrait que l'actionnaire puisse proposer un directeur de la rédaction, mais que les journalistes aient un droit de veto sur la désignation. C'est ce qui se passe au Monde, à Libé, aux Échos, à la Croix. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette semaine, ça s'est passé aux Échos. Alors, les Échos, ça appartient au groupe LVMH, à Bernard Arnault. Et quand Bernard Arnault avait pris le contrôle des Échos, c'était un des trucs qu'avait négocié la rédaction. Ils avaient dit, OK, vous prenez le contrôle de notre journal, on reste, mais par contre, sur le directeur de la rédaction, vous pourrez proposer le nom, mais nous, on aura un droit de veto. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un nom qui a été proposé et ça a été refusé. Et en l'occurrence, ils ont refusé. Ouais. Mais donc, du coup, ce que vous proposez, que je comprenne bien, des personnes fortunées qui voudraient s'offrir un média et faire n'importe quoi avec pourraient continuer à le faire s'ils le souhaitent, mais ils n'auraient plus le droit à l'aide à la presse. L'aide à la presse serait conditionnée au respect de l'indépendance éditoriale. D'accord. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est engagé, je ne sais plus si c'était pendant la présidentielle ou juste après, à organiser à organiser des états généraux de la liberté de la presse ou des médias. Je ne sais plus exactement. Du droit à l'information, parce que ça a changé à plusieurs reprises, mais maintenant c'est bon, on a le titre officiel, c'est le droit à l'information. Ça commence la semaine prochaine, si je ne dis pas de conneries. Oui, il y a une conf de presse la semaine prochaine. Ça commence par une conférence de presse, tu me diras, c'est dans le thème. Mais qu'est-ce qu'on peut en attendre de ça, d'états généraux ? Déjà, c'est quoi des états généraux pour un gouvernement ? On attend un peu de savoir à quoi ça va ressembler, à dire vrai. Pour l'instant, l'idée apparemment, c'est vraiment qu'il y ait des débats dans toute la France, que ce soit décentralisé, pas que à Paris, donc en région, etc. Mais le champ que couvrent ces états généraux a l'air très vaste. Ça va de l'indépendance aux nouveaux médias, aux fake news, à l'intelligence artificielle, l'éducation aux médias. Donc c'est très très vague, enfin très très vaste, pardon. Et nous, on espère qu'il va en sortir quelque chose, et notamment au niveau législatif. On était assez contents cet été avec la grève du JDD. On a quand même réussi à faire émerger ce sujet sur la place publique en plein cœur de l'été. C'était pas gagné. Et on s'est adressé à Emmanuel Macron, non pas pour qu'il intervienne directement dans les affaires du journal, mais pour qu'il annonce enfin une date pour ses états généraux. Il l'a fait. Donc on est content. Maintenant, on a envie de croire qu'il va en sortir quelque chose. On pense vraiment que c'est une question urgente, pas pour nous, les journalistes, comme le disait Lucille tout à l'heure, mais ça vous concerne tous. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est un bien commun, l'information. Donc on espère que tout le monde va s'en saisir et que la loi va évoluer ou que des décrets vont être pris, parce qu'il y a des moyens aussi plus rapides qu'une loi. La loi, on sait que c'est un véhicule lent. Il faut des discussions. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, donc on ne sait pas très bien si elle va être adoptée un jour, cette proposition de loi, on l'espère. Donc voilà, en tout cas, on va en parler beaucoup et ça, c'est déjà positif. On a envie de croire qu'il va en sortir quelque chose. Et juste une petite parenthèse par rapport à tout à l'heure. Tu parlais de la clause de conscience, où Benoît, tu en parlais.
Ça, c'est un droit qui est en effet donné aux journalistes. Si on n'est plus d'accord avec la ligne éditoriale, s'il y a un changement d'actionnaire, etc., on peut partir dans les conditions d'un licenciement. Sauf que nous, en l'occurrence, on ne pouvait pas s'en servir parce qu'on n'aurait pas pu prouver qu'il y avait un changement de ligne éditoriale tant que la ligne éditoriale n'avait pas changé. Donc il fallait qu'on attende un certain nombre de semaines. Donc ça nous contraignait à travailler avec notre nouveau directeur dont on ne voulait pas. Ouais. Donc, en fait, on était dans un entre-deux. D'accord, donc ça Voilà. aussi c'est une loi qu'il faudrait réécrire parce que oui, d'accord. Elle est très bien, Très bon bien exemple, qu'elle c'est existe, ça, très mais bon en exemple l'occurrence, de- on ne pouvait pas s'en servir. De faut mieux l'écrire. Mais donc oui, donc ces états généraux Putain, redis-moi, de la liberté d'information. Du droit à l'information. Droit à l'information. Ça va finir par Ou de rentrer, je vous l'information jure. tout court. Ça encore. Ou de l'information. C'est moi qui changer. ai mal retenu. Non, mais moi aussi, j'y arrive pas. Ces états généraux de l'information, petite surprise, j'ai découvert que c'était piloté par l'Élysée et non pas par le ministère de la Culture. C'est un petit peu particulier, ça, quand même. C'était une Lucille. surprise pour nous aussi. Au début, c'était piloté par le ministère de la Culture. On rappelle que c'est Culture et Communication historiquement, donc c'est le Culture et ministère qui Communication. s'occupe des aides à la presse, du CNC, de... Voilà. Oui, c'est un peu, j'allais dire le ministère de rattachement. Enfin, De il n'y en a pas tutelle. vraiment, mais Non, c'est ou pas une de tutelle non plus. tutelle. C'est pas comme le Oh, bon, c'est eux qui sont nuls. comme à l'époque, quoi. Oui. De l'ORTF, quand même pas. Mais non. Alors officiellement, c'est piloté par l'Élysée parce que différents ministères vont être impliqués, notamment le ministère de la transition numérique, etc. Et donc, du coup, comme c'est interministériel, il faut quelque chose au-dessus pour chapeauter. Donc, officiellement, c'est comme ça qu'ils présentent le fait que ça a été repris par l'Élysée. Je t'avoue que nous, chez les journalistes, on est un peu sceptiques, on ne considère pas que ce soit un signal hyper encourageant quand on va parler de liberté et d'indépendance de la presse, que ce soit chapeauté par l'Élysée. Après, a priori, le dispositif qu'ils sont en train de mettre en place là, c'est donc un comité indépendant ad hoc qui a été créé avec Christophe Deloire à sa tête. Donc Christophe Deloire, le boss de RSF, Reporters sans frontières, le directeur. Et donc c'est un comité avec une chercheuse de Columbia, avec le prix Nobel de la paix Maria Ressa aux Philippines, avec des gens très bien, quoi, d'anciens hauts fonctionnaires. Il y a un monsieur qui était aussi à l'ARCOM ou l'ex-CSA, voilà, ou à l'autorité de la concurrence. Enfin en tout cas, voilà, mais il n'y a pas tellement de journalistes. Christophe Deloire a été journaliste à l'époque, c'est vrai, mais il est depuis longtemps donc, dans cette ONG. Et on n'en sait rien, nous, médias, journalistes, comment on va être impliqués là-dedans. Donc en fait, on attend de voir quelle place on va nous donner. Quand tu disais, Juliette, les thématiques, c'est très très large. Et en fait, nous, on a surtout envie de parler de droit à l'information, de concurrence, d'hyperconcentration, de menaces à la presse, de secret des sources, de secret défense. Et là, on nous dit, mais on va parler des menaces d'ingérence étrangère, d'éducation aux médias, de la confiance avec le public, en donnant beaucoup la parole au public. Et alors ça, c'est trop bien. Moi, je suis toujours pour qu'on donne vachement la parole au public, mais on en revient à cette boucle de défiance qui va être un espèce de cercle vicieux. Ils disent qu'ils veulent être décentralisés et aller partout en France. Si partout en France, on tend des micros aux gens à ces états généraux pour demander ce qu'ils pensent de la presse, les gens vont dire, je mets un billet, que ça ne marche pas du tout, que les journalistes font mal leur travail, que c'est pas bien du tout. Mais du coup, ça ne va pas nous aider tellement à aller mieux ou à mieux faire notre boulot. J'ose espérer que des gens vont nous soutenir aussi, mais en fait, on a l'impression que ça va être tellement éparse pour l'instant qu'on va passer à côté des vrais sujets. J'ai peur en tout cas qu'on passe à côté des vrais sujets. Alors du coup, quelle place on donne aux citoyens dans la discussion sur l'avenir des médias ? Ouais, il faut quand même qu'ils aient une place tu me cruciale. rassures. Mais non, mais j'en sais rien. Ils en aient une, t'as raison. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et ils disent non, mais ils sont gentils les journalistes à nous parler de leurs bien problèmes, sûr, non, etc. mais Mais ok, mais nous de notre côté, qu'est-ce qu'on y peut ? Non, il faut qu'ils aient une place, c'est clair. Mais moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce que s'il y avait des collèges, un peu comme au CDJM, qui est cette espèce de comité de déontologie journalistique et de médiation qui existe depuis quelques années, qui est super, qui fait une espèce de jurisprudence sur la déontologie dans les médias, il y a des collèges et il y a une espèce d'égalité entre les éditeurs, les journalistes et des citoyens aussi, non ? Il me semble qu'il y a des citoyens. Et bien là, sur ces états généraux, s'il pouvait y avoir un peu une représentativité. Mais tu vois, je me replongeais dans les états généraux de 2008-2009 qui avaient été organisés sous Sarkozy. Il y en a déjà eu donc il y a 13 ans, 14 ans. Et en fait, tous les syndicats ont fini par claquer la porte. Pas tous, mais les SDJ, le SNJ, le SNJ-CGT, la CFDT, tout le monde va finir par se barrer. Mediapart a claqué la porte. À chaque fois, ils dénonçaient le manque de représentativité. Tu avais quasiment que des éditeurs et des patrons de presse. Ouais. Mais les journalistes n'étaient pas là. Les citoyens n'avaient pas vraiment leur place. Donc, il faut être très attentif à ça.
on a dans l'audiovisuel, on a une autorité de régulation en France qui s'appelle l'Arcom, qui avant s'appelait le CSA, et qui effectivement s'occupe de la régulation de l'audiovisuel classique, donc télévision, radio, pour faire simple. J'ai entendu des personnes de bonne volonté dire mais ce serait bien qu'on ait une autorité de régulation, y compris de la presse écrite. Une Arcom des journalistes de presse papier. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît ? C'est un vieux serpent de mer, c'est un truc qui est débattu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça n'a jamais été fait pour plein de bonnes raisons. C'est-à-dire que l'Arcom, en fait, donne des autorisations d'émettre à des chaînes de radio, à des chaînes de télévision, parce qu'il y en a, c'est une denrée dont il y a un nombre limité et qu'il faut forcément qu'il y ait un processus d'attribution. C'est assez logique, ça s'applique sur l'audiovisuel. Dans la presse, en fait, c'est infini. C'est-à-dire qu'on peut créer autant de journaux qu'on le souhaite, surtout que maintenant que la plupart des journaux sont en ligne. Il n'y a aucune raison en fait, qu'une autorité autorise ou n'autorise pas la création d'un journal. C'est quand même un truc, c'est un acquis qui date de 1881. C'était après la Commune de Paris. Pendant la Commune de Paris, il y a eu beaucoup de presse libre. Et après cela, en fait, pour empêcher qu'il y ait encore de la presse libre, ils avaient mis en place ce qu'on appelait des cautionnements obligatoires. C'est-à-dire qu'il fallait bloquer une somme d'argent très importante pour un journal pour se créer. Ça servait à bloquer la création des journaux. Et on est revenu là-dessus en 1881. C'est depuis ce moment-là, on a proclamé que la presse et l'imprimerie étaient libres en France. Mettre en place une autorité de régulation qui autoriserait des journaux à exister ou à ne pas exister, ça serait revenir sur 150 ans d'indépendance, quoi. Et je précise d'ailleurs que c'est l'article 1 de la loi de 1881, c'est l'article le plus clair, la presse et l'imprimerie sont libres, point. C'est l'article de loi le plus clair de l'histoire. C'est la Troisième République, c'est l'époque où on faisait des textes de loi, ça avait le mérite d'être clair. Aujourd'hui, c'est un chouïa plus compliqué. Il y a un truc dont on n'a pas parlé là tous les quatre depuis tout à l'heure, c'est aussi la question du modèle économique. Parce que j'ai écouté les auditions dans la commission sénatoriale sur le sujet et ils ont eu le mérite d'auditionner des patrons de presse, des Bolloré, etc., qui sont venus se succéder au micro. Et quand la question leur était posée, ils le disaient pas comme ça, parce qu'ils sont un peu plus polis que moi, mais ils disaient « Attendez, moi je suis bien gentil de mettre du pognon dans les journaux. Je vous rappelle que ça marche pas ces merdes-là. Ça rapporte pas 1 euro les médias, c'est des gouffres financiers. S'il n'y a pas des richissimes gens comme nous qui mettons du pognon, il y aurait plus de médias. » Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison dans le constat du fait que c'est économiquement extrêmement fragile un média ? Oui, clairement, c'est hyper fragile. Et d'autant plus depuis 10-15 ans, avec l'arrivée des journaux gratuits, avec l'arrivée d'Internet, on a de plus en plus de mal à faire payer les gens, à s'habituer en fait à continuer à payer pour l'information. Sauf que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Tu connais Ouais, je connais. Ouais. l'adage. Donc quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Les journaux gratuits aujourd'hui, 20 minutes, etc. Direct Matin, je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant. Mais c'est financé par la pub et c'est pas indépendant. Ils vont pas sur tous les sujets, etc. Donc oui, il y a une question de modèle économique. Mais à l'inverse, ça me rappelle une question que nous a posée un haut fonctionnaire quand on a été auditionné par le ministère de la Culture. Il disait bah oui, mais il vous faut bien de l'argent pour venir, pour exister, pour créer de l'emploi, etc. Et je disais oui, mais à l'inverse, il faisait un lien entre l'argent et l'indépendance éditoriale. Et moi je disais mais je vais pas retrouver la tournure de phrase. Que c'était lié à l'indépendance et que les gens en fait ne venaient soit que pour l'argent, soit par l'indépendance. Je ne sais plus comment je l'ai tourné, mais en fait c'était un espèce d'aveu que finalement si ça leur apportait rien, les actionnaires venaient bien parce que quelque part ça leur apportait en fait une forme d'influence puisqu'ils ne venaient pas pour l'argent puisque la plupart en fait perdent de l'argent dans les médias. Ouais, et c'était cet aveu-là en fait. Bah oui, ils continuent de venir. Ah bon, bah pourquoi ? Bah c'est bien que ça leur apporte autre chose que pour la thune quoi. Et du coup, ça leur apporte. Pourquoi investir des millions dans un média qui forcément perdra de l'argent si c'est leur point de vue. Donc c'est Je te l'intérêt. pose la question, pourquoi ils le font alors ? Je pense que c'est à eux qu'il faut leur poser la question, mais c'est surtout pour la plupart des milliardaires ou millionnaires qui détiennent des médias en France, leur cœur de métier, c'est pas la presse. Non. Donc on peut imaginer que d'une façon ou d'une autre, ça peut servir leurs intérêts économiques, industriels, etc. L'influence qu'ils s'achètent via des médias. Benoît. Ce qui est choquant là-dedans, en fait, c'est que donc on sait qu'ils le font pour des très mauvaises raisons. Après, on n'est pas leur psychanalyste, on ne sait pas exactement pourquoi ils le font, mais de toute évidence, ils le font pas pour des raisons économiques. Ils sont prêts à perdre énormément d'argent pour ça. Ils doivent y gagner quelque chose quelque part. Et l'État continue de financer très massivement ces médias-là. En fait, ces gens-là bénéficient de beaucoup d'aides. En fait, et c'est pour ça que c'est ça le levier que nous on a identifié avec Julia Cagé, c'est de dire pourquoi est-ce que l'État continuerait à massivement aider sans condition des gens qui ont acheté un média pour avoir de l'influence. Voilà. D'accord, ok. Ça, il y a beaucoup de gens dans le chat qui, du coup, à mon avis, sont en train de se poser la question. Ok, d'accord, très bien, mais c'est quoi la solution ?
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on imagine un modèle économique et un modèle politique de médias qui soit indépendant, respectueux de l'autonomie de ces journalistes et qui en même temps permettent de trouver le modèle. Et voilà, est-ce que Internet donne des alternatives intéressantes? Le financement participatif, c'est un truc, moi j'y recours aussi en partie pour financer mes émissions en partie. Je dis pas que c'est un modèle idéal, mais bon, il y a ça qui existe, il y a des modèles d'abonnement, il y a certaines... Des modèles de fondation aussi, des actionnaires qui rachètent des parts et qui les reversent à une fondation indépendante qui gère et qui devient l'actionnaire ensuite principal du journal, ce qui devrait se passer au Monde. Le Monde, exactement, parce que ça a été annoncé. Mediapart. Et Mediapart l'avait fait aussi. Donc ça, c'est des modèles d'organisation qui existent. Il y a des modèles coopératifs aussi qui peuvent exister. D'accord, mais... Il n'y a pas de modèle idéal, mais ne serait-ce que par exemple le service public. Alors, il n'y a rien qui est parfait. Mais le service public fonctionnait bien. Il faudrait peut-être déjà qu'on arrête de lui taper dessus et de dégraisser. Alors, en supprimant la redevance, en faisant en sorte qu'il y ait des centaines, voire des milliers de postes, là, structurellement depuis 10 ans dans le service public qui sont supprimés. Parce que du journalisme, ça se fait avec des journalistes, en fait. Si tu n'as plus de journalistes pour enquêter et pour travailler, tu fais du moins bon travail. Donc déjà, ça commence par ne pas casser l'existant et casser ce qui marche. Le service public, c'est France Télé, Radio France, c'est TV5 Monde, c'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, donc France 24. Donc c'est des choses qui fonctionnent, qui font de l'information, qui sont sérieuses, qui ne sont pas taxées de faire du buzz, etc. Et qui sont globalement sérieuses et qui fonctionnent bien. Donc déjà, ça commence par pas casser ce modèle-là. Et puis aussi, on le disait tout à l'heure, c'est très bien qu'il y ait des médias indépendants. Il y a beaucoup de médias indépendants qui se montent depuis une dizaine d'années. Il y en a vachement. Mais il ne faut pas se leurrer, ils sont aussi très très précaires. Il y en a beaucoup qui Tu regardes Blast. Alors Mediapart, c'est un cas à part parce que c'est peut-être le modèle le plus successful. Ils ont 150 ou 180 journalistes aujourd'hui. C'est une très belle aventure qui marche très bien. Mais sinon, quasiment tous les médias indépendants qui se sont montés depuis 10-15 ans, Bastamag... Reporter arrive à peu près à c'est une belle aventure aussi, mais tu vois, c'est une quinzaine de journalistes. Les jours, en fait, ils luttent chaque mois ou chaque année, ils refont des campagnes, mais c'est hyper dur pour eux. Ils sont dans une précarité économique, c'est hyper galère, quoi. C'est vrai que les aides à la presse, les aides publiques à la presse devraient Brut, aller en priorité vers ces médias indépendants. Si on veut qu'il y ait un vrai pluralisme de médias, voilà, il faut soutenir ces médias indépendants. Mais indépendant, oui, d'accord. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui parlent du financement participatif. Alors oui, probablement parce qu'on est sur Twitch et parce que nous sur Internet, c'est une habitude qu'on a prise. Je sais même pas si ça aussi c'est un modèle idéal. Parce que le financement participatif, c'est un peu au bon vouloir. Ça ne suffit pas à tenir. C'est ce qu'on appelle le modèle du chapeau, quoi. C'est voilà, monsieur dame, une petite pièce et comme ça, enfin, tout le monde a conscience et tout. Comme Blast, comme Off Investigation, comme le Média, il y en a eu plein, mais même eux, ils galèrent parce que nous, on avait fait une campagne quand je bossais chez Off à un moment, Off Investigation, qui avait réussi à lever 230 000 €. Et bah, du coup, on a pu faire 8 enquêtes d'investigation vidéo accessibles en ligne à tous sur YouTube, qui sont toujours en ligne. Du coup, en gros, pour tout le monde, accessible à tous, parce que ça avait été financé par des citoyens. Mais ok, on a bossé un an comme des fous, on a publié ces enquêtes et au bout d'un an, il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Et donc, on est tous repartis chez nous. Et Off existe toujours, mais c'est une galère, en fait, c'est une galère. Donc, financement participatif, ça aide pour des projets ponctuels, etc. Mais il nous faut un fonds de roulement. Tu peux pas, c'est comme dans une entreprise. Enfin, on peut pas, sinon c'est hyper précaire et dès que le contrat se finit, dès qu'on a fini la petite réserve de sous, ben hop, tout le monde rentre chez lui, quoi. Sur les... merde, attends, c'était quoi la question déjà? Attends, elle était vachement bien. Non, c'était... c'est la question de la judiciarisation. C'est à toi que je voulais poser la question, Benoît. Il y a aussi une question, et c'est aussi quelque chose qui est dénoncé par beaucoup de journalistes, c'est le pointillisme judiciaire de gens qui font des attaques contre des médias, contre des journaux, via des procès au civil ou au commercial. C'était la France Insoumise qui avait parlé du lawfare, qui avait développé ça, c'était il y a quelques années maintenant. Ouais, ça c'est un sujet qui est un peu différent, qui est celui qu'on appelle donc les procédures bâillons, c'est-à-dire le fait pour généralement une entreprise assez riche ou une personnalité assez riche d'exercer une action judiciaire contre un journaliste ou contre un média dans le seul but de l'intimider, de lui prendre son temps, de lui prendre son argent, de lui prendre son énergie et de le dissuader de continuer à enquêter. Donc il y a pas mal de groupes industriels qui ont mené des politiques comme ça. Ça a pu aller extrêmement loin, notamment sur une journaliste qui se trouvait à Malte, qui a fini par être assassinée du fait de son travail, ce qui a lancé une très grande polémique. Et donc ce sujet-là, aujourd'hui, nous on le voit. Je vais là vendredi à la 17e chambre correctionnelle à Paris pour plaider sur un cas qui est comme ça, dont je peux parler.
ce qui s'appelle Avisa Partners. Avisa Partners, c'était une agence d'intelligence économique qui a eu des pratiques assez particulières, qui a consisté à acheter de l'influence de campagne en créant des articles qui étaient signés sous des faux noms avec des fausses photos de journalistes et en publiant massivement des articles de commande pour en gros des multinationales ou des États et en les diffusant massivement pour faire de la désinformation. Donc ça a été dénoncé par tout un tas de médias, notamment par Arrêt sur Image, par Mediapart, par Reflet Info. Ouais. Et tous ces journaux ont été attaqués en justice. Finalement, donc on s'est retrouvé dans une situation complètement paradoxale. C'est-à-dire que moi, par exemple, je défends dans cette procédure Arrêt sur Image où ils ont été attaqués à titre personnel les journalistes, ils ont même été attaqués la personne qui était stagiaire dans la rédaction. Enfin, il y a une vraie volonté en fait d'intimider personnellement les personnes qui travaillent pour essayer de les dissuader de continuer à enquêter. Et finalement, on va avoir un grand procès vendredi qui va être intéressant. Pourquoi ? Parce que Avisa finit par pas vraiment reconnaître les pratiques, mais en tout cas se désister de son action. Et du coup, nous, on va solliciter une condamnation pour procédure abusive. Donc, on est typiquement sur une procédure bâillon, il se retire et on demande une condamnation pour procédure abusive. Mais on sait déjà que la condition de procédure abusive, même si on l'obtient, elle ne sera pas très élevée, en fait. Ça sera que quelques ils ont déjà gagné d'euros. C'est que si le but pour eux, c'était de les emmerder, c'était de leur faire perdre du pognon en procédure judiciaire, ils ont déjà gagné. C'est ça le truc. Et c'est ça qui est terrible, et c'est là où la loi n'est pas bien faite. C'est que, pareil, Nicolas Vescovaci enfin, deux collègues qui avaient enquêté sur Vincent Bolloré il y a encore quelques années, pareil, se sont fait traîner en justice par Bolloré pour diffamation, etc. Et en fait, Vincent Bolloré a retiré sa plainte. Donc après des années où tu payes des avocats, tu es en stress, tu te dis mais comment ça va finir, etc. Et ben, il y a une durée légale, Benoît, tu dois savoir ça, je ne sais pas si c'est 3 mois, etc. Au-delà de laquelle, si tu te rétractes, si tu enlèves ta plainte, tu es obligé de payer en tant que Vincent Bolloré, par exemple, là, en tant qu'attaquant, tu es obligé de payer des frais de justice, une partie des frais de justice de ceux que tu attaques. Et là, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rétractent juste avant, 1 ou 2 jours avant, comme ça, ils maintiennent la pression le plus longtemps possible, et ils se rétractent juste avant la durée légale, comme ça, ils ne payent pas de frais, les journalistes ont eu la pression, ils se feront rembourser rien du tout de tout ce qu'ils ont dépensé, et ils gagnent sur toute la ligne, parce qu'en plus, du coup, le procès n'a pas lieu. Et donc, il n'y a pas de débat avec tout le monde sur ce qu'a vraiment fait Bolloré, etc. Et on n'a même pas, nous, journalistes, le seul moment où on aurait pu mettre sur la place publique tout ce que faisait Vincent Bolloré ou un autre actionnaire. On n'a même pas ce débat-là. Donc, en fait, ils gagnent sur toute la ligne. Il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on aborde avec vous, qu'on essaie de se projeter dans l'avenir des médias. Est-ce qu'Internet va continuer à bousculer ? Est-ce que la presse écrite va continuer à exister ? Est-ce que Mediapart a réussi à trouver le modèle qui permet d'avoir une continuation de la presse écrite uniquement en ligne? La télévision, on sait que les contrats TNT vont s'arrêter en 2030, il va falloir les renégocier. Est-ce qu'on va se diriger là aussi vers des modèles? Est-ce qu'il y aura moins de chaînes d'audiovisuel public? On sait qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle qui proposent la privatisation de France Télévisions. Et quand bien même ils ne gagnent pas l'élection, est-ce que la France va continuer à pouvoir financer France Télévisions et Radio France? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? On est très défaitistes là tous les quatre depuis tout à l'heure. Honnêtement, moi, je ne sais pas répondre à cette question-là. Ouais, t'en sais rien. Non, c'est vaste, quoi. C'est très très vaste comme question. Oui. Le plus probable, j'ai envie de vous dire, c'est que la régulation ne change pas, en fait, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on essaie de la changer et que c'est totalement bloqué. Il n'y a pas de majorité politique claire qui se dégage pour la modifier. Donc là, on parle des états généraux du droit à l'information, par exemple. Ça vient après d'autres travaux similaires qui ont déjà été menés. Il y a une commission d'enquête sénatoriale qui avait fait un super boulot, qui avait été auditionné tous les grands patrons de médias. C'était assez intéressant. Ils ont fait un rapport où il y a plein de pistes de réflexion où ça a été globalement enterré. Il y a eu une mission de l'inspection des affaires culturelles et de l'inspection générale des finances en quasiment en même temps, qui a fait à peu près la même chose, qui a fait un long rapport qui a été enterré. Donc là, le plus probable, en fait, c'est qu'il y a un nouveau rapport qui soit émis mi-2024 et qui soit de nouveau enterré. Enfin, j'essaie de veux pas être trop non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce qui risque de se passer. C'est ce qui risque de se passer, sauf si l'Élysée, décide de, je sais pas, nous surprendre. Et après, sur le modèle Mediapart, est-ce que c'est duplicable ou pas? Ça nécessite quand même des moyens, mais on voit que quand il y a de l'information, des moyens qui sont mis dans l'enquête, l'investigation, en fait, les citoyens, les lecteurs sont preneurs. Donc ça montre que l'information a une valeur et que des gens sont prêts à payer pour ça. Moi, je trouve ça assez encourageant quand même. Il y a plein de questions dans le chat qui posent... alors, c'est plutôt sur votre côté journaliste. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle? La production d'articles par des robots hyper malins qui réussissent à pondre plus vite que vous des trucs aussi bien écrits que les vôtres,
Alors moi j'ai fait un petit test juste avant de quitter le JDD, je sais pas, au mois de mai, mais pour m'amuser. Hein. Ouais. Je devais faire un article sur le street fishing chez les ados dans Paris. Donc Ok. voilà, un article de fond. Et donc c'était un petit reportage Non, non. voilà, que j'ai Et fait. alors, t'as testé quoi? Que j'ai fait, que je suis allée parler à des ados qui pêchent, etc. J'ai appelé la fédération, j'ai fait tout mon travail. T'as fait ton boulot de J'ai fait journaliste. Une petite enquête, et puis un petit truc vivant. Et puis après, j'ai demandé, c'est sur OpenAI, je crois, d'écrire. Donc je lui ai dit, écrire un article sur le street fishing chez les ados dans Paris. Donc il m'a sorti une première version. En fait, si tu la lis très très vite, ça passe. Et puis après, tu regardes, en fait, il y a beaucoup de répétitions, c'est très mal construit. Donc je lui ai dit, fais-moi un article là-dessus, mais avec des citations. Donc il m'a inventé des citations. Fais-moi un article avec des citations et des références historiques. Et donc là, il mettait une référence historique en 1901 sur les quais de la Seine à Paris, déjà, je sais pas quoi. Mais c'était quand même assez pourri, je t'avoue. Ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, ces témoins sont pas très crédibles, ces références, il n'y a pas les sources. Enfin, voilà, ça tenait pas la route. Cela dit, c'était un truc gratuit. Je pense qu'il y a des logiciels qui vont faire ça très bien dans pas très longtemps, quoi. Donc c'est quand même une crainte sur l'évolution du En métier. tout cas, c'est sur la frontière aussi en qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel. On le voit dans la photo, dans toutes les photos qui ont été créées de personnages célèbres mis dans des situations un peu improbables. La différence entre une image réelle et une image artificielle va devenir de plus en plus difficile à faire. Lucille, toi, tu imagines demander à ChatGPT Ouais, on l'a fais déjà- une enquête. On l'a déjà fait, Et alors, il on le dit fait quoi avec des élèves parce que tu sais, avec FakeOff, on Avec est FakeOff, dans les ouais. classes et tout, donc on expérimente l'outil avec les jeunes. On part du principe que justement, il faut qu'ils sachent ce que c'est et qu'on l'ait vu ensemble et qu'on se soit posé plein de questions sur ça ensemble avant. Parce que quand ils tombent dessus, par exemple sur Snap pendant longtemps, et ben d'ailleurs il existe certainement encore, il y a le petit robot là, MyAI, avec qui tu peux parler, qui te demande ta journée, comment ça a été, à qui tu balances toute ta vie sans savoir que c'est une IA et qu'il enregistre tout et que son intérêt c'est pas ni l'intérêt général ni C'est pas ton etc. pote. Mais qu'il y a plein de pubs et de trucs derrière. Donc quand tu lui demandes qu'est-ce que tu vas faire, par exemple demain, il va t'envoyer vers McDo ou vers des trucs, mais pas des activités gratuites ou pas aller faire un tour dehors. Il y a plein d'enjeux économiques derrière évidemment. Non, tout ça est un peu inquiétant par certains aspects et parce que ça va détruire des emplois dans plein de métiers et pas que dans le journalisme. Et ça va ouvrir aussi par ailleurs d'autres opportunités. C'est comme tout changement un peu systémique dans un milieu. Mais pour revenir sur ton histoire de comment on voit un peu l'avenir et est-ce qu'on est pessimiste, etc. Moi, j'ai 32 ans, ça fait 9 ans que je bosse. J'ai plusieurs confrères, collègues qui étaient des très bons journalistes dans l'investigation, confrères ou consoeurs d'ailleurs, bien sûr, qui sont déjà partis. Et je parle de gens de mon âge. Antoine, je pense à toi, il est parti ouvrir une épicerie à Lyon. C'était un excellent journaliste d'investigation. Il est parti parce qu'on n'arrive plus à bosser, en fait. Moi, il faut savoir que là, sur un an, j'ai quasiment 6 mois au chômage. Et je bosse chez moi, je propose des enquêtes, je bosse de fou, je fais plein de trucs. Mais en fait, il n'y a plus d'espace. Ça se réduit à peau de chagrin, quoi. On ne sait plus où aller. Donc, les journalistes d'investigation, en fait, on est ultra précaire. Et il y a une étude, là, il y a un an ou deux, le bouquin de Jean-Marie Charon, là, le sociologue, qui a passé longtemps à étudier un peu la sphère journalistique, les journalistes, la précarité et tout. Les étudiants. Qui dit que 60% des pigistes gagnent moins que le SMIC, qu'on n'a jamais été autant de précaires, qu'il y a moins 10% de cartes de presse là en 10 ans, on a perdu il y a de moins en moins de gens qui veulent être journalistes et qu'on est de plus en plus à se barrer parce que c'est hyper dur. Et donc, de fait, même si nous, c'est dur de répondre à cette question d'un point de vue personnel, la sociologie et les études et les chiffres répondent à cette question. Oui, de fait, les journalistes sont de plus en plus en galère et sont de plus en plus pessimistes puisqu'ils quittent la profession. Et jamais la profession a été autant désertée que ces 10 dernières années. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Et puis c'est des journalistes très jeunes qui arrêtent très vite. En fait, qui arrêtent au bout de 5 ans, quoi. Qui sont dégoûtés ou ils n'arrivent pas à faire le métier qu'ils imaginaient. Ou qu'ils ont appris à l'école de journalisme. Le livre de Jean-Marie Charon est absolument fascinant. Tous les travaux de Jean-Marie Charon, mangez-les, c'est bon pour la santé. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'il a écrit pendant tant d'années. Merci à tous les trois d'être venus. Lucille Berland, donc secrétaire générale de FakeOff. Juliette, tu voulais dire un truc? Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? PD, pardon, pas de FakeOff. Je suis plus de FakeOff. Député FakeOff, pardon, excuse-moi, autant pour moi. Je suis membre, mais plus secrétaire. Du collectif Informer n'est pas un délit. Oui, je voulais juste vous dire à tous ceux qui êtes là, je vois qu'il y a pas mal de jeunes notamment, et donc ça peut vous intéresser. On organise, nous, les anciens du JDD, un événement festif au Châtelet le 9 octobre, au Théâtre du Châtelet. Ça s'appelle La Nuit de l'Indépendance pour une presse libre.
Vous êtes tous conviés, vraiment, on serait heureux que la salle soit pleine. Pour les étudiants, les intermittents, les demandeurs d'emploi, c'est 5 €, donc venez, c'est pas très cher, vous allez voir un spectacle C'est quoi la qui date? mêlera, c'est le 9 octobre, au Châtelet à 20h30. Il y aura à la fois de la musique, du live, donc il y aura, je sais pas, Flavien Berger, Clara Non, je le mets Lisée, dans Albin de la l'agenda, Simone, plein d'artistes chouettes qui viennent bénévolement pour nous, pour soutenir cette cause qui est assez noble et qui doit tous nous concerner. Il y aura aussi des lectures, il y aura aussi quelques débats. Voilà, et on a envie de continuer à mettre ce sujet sur la table, à pas lâcher le morceau. Nous, on va constituer une association ancienne du JDD, Ancien du JDD, ouais. mais qui n'a plus rien à voir avec le JDD, mais en gros pour continuer à porter ce combat sur le pluralisme, la liberté et l'indépendance des médias, en bonne intelligence avec celles qui existent déjà, donc pas de manière concurrentielle, mais de manière complémentaire, parce qu'on pense qu'il faut vraiment unir nos forces. On défend la même chose. Voilà. Et on se dit qu'on a une petite pierre à apporter là-dedans et notre voix à faire entendre. Donc venez le 9 octobre au Châtelet. Merci Juliette, j'y serai, je viens de le mettre dans mon agenda. Super. J'y serai. Lucille, donc je le disais, secrétaire générale du collectif Informer n'est pas un délit, qu'on peut retrouver sur tous les bons réseaux sociaux, je suppose. Alors, Informer n'est pas un délit, non, on a bloqué notre compte Twitter et du coup, on n'a plus de compte Twitter, on va devoir en recréer un. C'est dramatique. Non, vous avez un site internet bien foutu? Non, pas spécialement D'accord. bien foutu non plus. Qu'est-ce que je On fait plein de qu'est-ce que je dis choses, aux mais gens on là? est pourris sur les réseaux sociaux. Non, on est vraiment, on est nuls sur les Bon, réseaux bah, sociaux. retrouvez-les où vous les retrouvez, mais c'est vachement bien ce qu'ils font. Et, Mais merci. et Benoît Huet, qu'on retrouve du coup devant la 17e chambre bientôt, mais sinon dans les librairies avec l'information est un bien public. Merci à tous les trois, je vous rends entre les mains de Malek, je vous fais des bisous. Merci.